à tous, je suis ravie de vous partager ma discussion avec Christelle Robert. Christelle est la fondatrice d'Elio. Elio a pour vocation d'améliorer l'engagement au sein des équipes tout au long de la relation avec l'entreprise en s'appuyant sur leurs forces. Christelle est probablement la personne la plus solaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Elle est accueillante, positive, dynamique. Je pense que vous allez pouvoir le ressentir à l'écoute du podcast. J'ai la sensation que son talent à elle, l'un des plus grands talents qu'elle a, c'est qu'elle perçoit très vite chez son interlocuteur ses forces, ses talents, et elle fait le focus dessus. En réalité, on se sent boosté à son contact. Alors je lui ai proposé d'intervenir justement pour cette expertise autour de la notion de talent, qui m'est également très chère dans mon activité et qui est souvent le socle d'un projet professionnel épanouissant. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Alors Christelle, moi ce que je te propose, c'est que tu te présentes comme tu le souhaites. Et puis moi j'ai envie qu'on parle justement de talent, de ton activité, de comment tu vois les choses, de ce que tu as envie d'apporter, ce que tu apportes aux entreprises et aux personnes que tu accompagnes. Mais du coup voilà, je t'écoute, présente-toi. Eh bien, écoute, bonjour Émilie. Donc, moi, c'est Christelle Robert. J'ai 41 ans et donc je suis une fondatrice enthousiaste d'Elio. Et donc, j'ai le plaisir d'être associée avec mon frère qui a une agence de communication qui s'appelle Cocoa. Et on a vraiment des talents complémentaires. Ça, c'est vraiment une chance. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est vrai que, en fait, pourquoi donc je travaille, donc j'accompagne les entreprises à améliorer l'engagement, l'expérience collaborateur. Et en fait, je suis allée dans ce domaine parce que j'ai une expérience d'une quinzaine d'années en agence de marketing et de communication, où j'avais plutôt donc une casquette de directrice commerciale, mais plutôt sur la partie fidélisation. En fait, je suis restée 10 ans chez Connexence où donc l'idée c'était vraiment d'améliorer la fidélisation des clients. Et donc j'ai travaillé sur un parcours client pour que en fait on arrive à bien recruter, bien fidéliser et faire en sorte que nos clients soient nos ambassadeurs. Et finalement, ça arrivait hyper souvent qu'après les clients changeaient d'entreprise et nous rappelaient. Finalement, donc du coup, ça nous faisait un peu de la prospection. Et donc je me suis vraiment intéressée à ces sujets et j'avais une équipe de 8 personnes et je me suis vraiment intéressée au management, à l'engagement. Et ensuite, j'ai eu des petits soucis perso qui ont fait que j'ai voulu changer d'écosystème. Et j'ai eu l'opportunité de m'associer dans une agence digitale qui s'appelle Nice to Meet You, enfin qui s'appelait, parce qu'on a été racheté. Et là, c'était découvrir des nouveaux métiers. Parce qu'en fait, moi, chez Connexence, c'était des data scientists. Donc, c'est des mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et c'était il y a quand même 15 ans. Et donc, du coup, c'était travailler donc, sur le data mining, la connaissance des données. Et du coup, j'avais envie de découvrir les métiers du digital, donc social media, les réseaux sociaux, le développement. Donc, j'ai eu cette opportunité de m'associer. Et en fait, avec mes associés, on a vu justement nos complémentarités de talents. Et je suis arrivée comme directrice commerciale, donc finalement, plutôt la casquette de prospection, trouver des clients et les fidéliser. Et en fait, on avait 16 collaborateurs qui étaient donc tous passionnés de réseaux sociaux, puisqu'ils travaillent dans ce domaine. Et en fait, je me suis dit, plutôt qu'avec mon bâton de pèlerin d'aller voir des prospects, présenter l'agence, je me suis dit, si je fais rayonner l'interne pour faire rayonner l'externe, en fait, ça sera encore plus puissant. Et donc, je me suis intéressée au sujet de l'engagement, de l'expérience collaborateur, comment les collaborateurs pouvaient être finalement ambassadeurs. Donc, c'est les mots employee advocacy, personal branding. Et à un moment donné, on n'était plus trop alignés avec mes associés, on n'avait plus la même vision de l'humain et en fait mon frère m'a proposé de s'associer avec moi pour finalement faire ce que je faisais chez Nice to Meet You, mais plutôt pour d'autres entreprises. Donc finalement c'était à l'échelle humaine, on était une quinzaine de collaborateurs et puis donc finalement je me suis formée, j'ai fait plein de formations au coaching, à la facilitation. J'ai vite trouvé un outil qui me plaisait vraiment bien, c'était Gallup, qui permet d'identifier les talents individuels et aussi du coup de faire un mapping des talents du collectif. Donc finalement, c'est une approche très individuelle au service de l'équipe. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vision très positive pour fédérer, pour embarquer les collaborateurs. Et donc du coup, j'ai créé ça 6 mois avant le Covid.
Très bonne idée. Donc, j'ai eu des petites péripéties au début où c'était un peu compliqué de développer, de démarcher les entreprises pendant le confinement. Mais du coup, j'ai fait des choses à distance. J'ai fait comme j'ai pu. Et là, par contre, depuis que ça s'est réouvert, il y a un vrai besoin de remettre de l'énergie, de la positivité dans les équipes. Donc là, finalement, le Covid m'a complètement freinée. Et finalement, là, ça se développe fortement depuis 1 an et demi, en fait. Ouais. Donc, c'est le fruit de ton expérience. Aujourd'hui, donc, ce que tu veux apporter aux entreprises, c'est quoi concrètement, ça change quoi pour eux, le avant-après ton intervention? Alors, c'est marrant, c'est qu'au début, j'ai créé un parcours collaborateur. Donc, finalement, c'est améliorer l'expérience candidat, l'intégration, la cohésion et le départ. Mais finalement, je commence souvent avec les managers, donc travailler finalement donc cette cohésion fédérée. Et ensuite, ça se passe bien, enfin, je fais tout pour. Et donc, du coup, il me met en relation avec le service RH pour travailler l'expérience d'onboarding parce que finalement, c'est pas les mêmes. Mon parcours collaborateur ne concerne pas les mêmes interlocuteurs. Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, ce qui change, en fait, moi, les feedbacks que j'ai, c'est plus de bienveillance dans l'équipe, plus d'écoute, plus de solidarité. En fait, une fierté d'appartenance à l'équipe. Et vraiment, ce côté, en fait, on trouve plus sa place. Moi, j'ai le talent empathie, toi, tu as le talent analyste. En fait, finalement, peut-être qu'on partira pas en vacances ensemble, mais travailler ensemble, on va avoir plus de complémentarité parce que justement, toi, tu vas m'apporter quelque chose que je n'ai pas naturellement. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est se dire, j'apprends à bien me connaître vraiment mes forces, dans quoi même je prends de l'énergie. C'est facile pour moi. Par contre, d'avoir une vision plus positive des autres, parce que souvent, on est attiré par des gens qui nous ressemblent, alors qu'en équipe, je pense qu'une équipe qui est très performante, c'est une équipe qui a des talents complémentaires, et donc d'avoir cette vision plus positive des autres pour se dire, effectivement, on pense pas de la même façon, mais tant mieux, parce que du coup, ça permet d'ouvrir un petit peu ses chakras, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, je vois. Donc, moi, ça me fait penser à l'outil Processcom, qui est l'outil que j'utilise moi beaucoup et qui a un peu cette vocation que j'ai découvert aussi en entreprise parce que dans le parcours des managers, on avait la chance d'être accompagné à mieux se connaître et puis à découvrir du coup par la même occasion les profils des autres. Je sais que tu le connais aussi, cet outil. Ouais. Qu'est-ce que par rapport à Gallup, je le connais aussi, qu'est-ce que tu vois de différent par rapport à l'outil Processcom? Pour moi, l'outil Processcom, c'est vraiment aussi améliorer quand même pas mal la communication pour se dire, oui, effectivement, un profil qui est travailleman, il a ça comme besoin, un profil empathique a d'autres besoins. Gallup, c'est plus orienté quand même assez business c'est vraiment se dire comment je peux allier épanouissement et performance. C'est vraiment se dire comment je peux exceller par rapport à qui je suis. Donc, par exemple, en fait, d'ailleurs, c'est très français. On veut toujours des talents que l'on n'a pas. Et c'est plus se dire, il faut que je capitalise sur mes talents. J'ai mon talent numéro 1, c'est l'empathie. Faut que je l'accepte. Et comment je peux encore plus capitaliser, utiliser ce talent pour exceller. Don Clifton qui a créé ce test Gallup, c'est vraiment sa philosophie, c'est se dire finalement, si je travaille dans ma zone de talent, c'est un peu le flow. C'est que ça va pas me coûter d'énergie. Au contraire, je vais en avoir. Et je vais exceller. Donc déjà, travaille tes 5 premiers talents. Après, effectivement, l'idée, c'est de travailler un peu aussi quand même ces zones d'ombre, comme ils appellent. Mais c'est plus cette notion de complémentarité. Je pense que Gallup, ça te permet d'identifier aussi les talents complémentaires avec qui tu pourrais bien fonctionner, bien collaborer. Mais Processcom, je trouve que c'est en fait chaque test. C'est pour ça que je commence toujours un atelier pour dire qu'est-ce que vous avez, quel est votre niveau de maturité, qu'est-ce que vous avez déjà fait, parce que finalement chaque test est éclairant et en fait il y a plein de liens. En fait, ça t'éclaire, mais à la fin tu vois tous les liens que tu peux faire et ça va pas en opposition en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec Gallup, mais je pense que j'ai pas été accompagnée par un coach expert comme tu l'es à la lecture de ce test, mais cet outil. Mais en tout cas, quand je le relis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est plus pointu. Enfin, il y a un côté un peu plus fin dans
les 5 talents, en l'occurrence, c'est vraiment des choses très précises, très pointues. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis. Je sais plus, Processcom, c'est pas 6 ou 8, tu as 6 profils Tu as ou 6 hein. types de personnalités, mais un profil, il y a 720 combinaisons possibles. Donc, en fait, tu as 720 possibilités de types de personnalités. Donc, en soi, c'est beaucoup. Mais en même temps, il y a 6 types de personnalités. Alors que je pense que dans les talents Gallup, il y en a beaucoup plus. Il y en a En fait, combien? Gallup, tu as 34 types de talents qui sont répartis en 4 catégories. Et c'est vrai que quand tu fais la combinaison statistique, donc tes 5 premiers talents, tu as une chance sur 27 millions pour trouver la même personne qui a la même Ouais. combinaison. Donc c'est Ouais. vrai que là, tu te dis, bah, effectivement, ça paraît. Enfin, moi, j'ai jamais fait un atelier où tu as les mêmes talents Ouais. sur des collaborateurs. Donc Ouais. chacun se sent un petit peu unique. C'est toujours cette quête de la singularité où tu te Ouais. dis, mais waouh, j'ai vraiment, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un Ouais. atelier avec les mêmes talents. Ouais. Donc, c'est là où. Mais par contre, ce que je dis, c'est que souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir les talents qui sont en commun, parce que c'est quand même sur ceux-là où tu crées du lien, un petit peu le socle commun. Alors, du coup, le top 5 de l'équipe, moi, je fais souvent ça. Donc, chacun a son top 5. Et moi, je fais le top 5 du collectif pour dire, bah, OK, tout le monde n'aura pas en numéro 1, je sais pas, analyste, mais en tout cas, c'est ce qui ressort le plus dans l'équipe. Et du coup, quel besoin en découle derrière. Donc, c'est intéressant d'avoir le côté individuel et le côté, c'est quoi le top 5 de l'équipe pour que le manager, il se dise, bah, en fait, moi, mon top 5, les drivers, c'est plutôt voilà, l'empathie, donc le côté humain, ou alors plutôt le côté exécution. Donc, ça donne une bonne clé de lecture pour que le manager puisse, au global, voir un petit peu la couleur de son équipe et les besoins de son équipe, en fait. Ouais. Ouais, et puis surtout, moi, dans le cadre de mon activité, je trouve que ce qui est pertinent, c'est de voir comment allouer aussi, j'imagine pour un manager, les projets, les chantiers en fonction de ces fameux talents. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'imagine que ça doit être hyper pertinent. Je sais que Processcom, moi, j'essaie de l'utiliser de cette manière-là avec mon équipe. Je voyais les points forts de certains et en fonction des projets sur lesquels on était missionné, bah, j'allais mettre telle personne plutôt sur tel projet, telle personne plutôt sur tel projet parce qu'a priori, les compétences requises correspondent plus à telle personne ou à telle personne. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment un bon manager ou un bon entrepreneur. J'aurais tendance à penser que c'est forcément quelqu'un qui sait bien s'entourer et surtout qui va savoir repérer les talents des uns et des autres et les positionner au bon endroit. Et je pense que c'est ce que tu proposes, j'imagine, à tes clients. Ouais, en fait, même il y a des ateliers où en fait on va plutôt à l'inverse positionner. Le manager va dire, bah, en tout cas, nous, nos 3 sujets, nos 3 projets de l'année, c'est ça. Et en fait, à la fin de l'atelier, bah, en fonction des talents des uns et des autres, c'est plutôt le collaborateur qui va dire, bah, en tout cas, moi, j'ai envie de mettre mon talent à contribution de tel projet. Donc, c'est pas le manager qui va un petit peu nommer en disant, ah, j'ai réussi un peu à mieux le connaître et je sais que ça lui conviendrait bien. C'est plutôt aussi une forme d'engagement de dire j'ai ce talent-là et j'ai envie de le mettre à contribution. Ça marche super bien parce que du coup, ça engage en fait. C'est dire j'ai vraiment envie, moi au niveau individuel, voilà ce que j'ai envie d'apporter à l'équipe. Et ce qui fonctionne bien, ça je fais aussi pas mal, c'est comme justement j'ai plusieurs expériences d'association. C'est aussi aider des entrepreneurs, des futurs associés, de trouver justement leur zone de talent et de complémentarité avant de créer leur pacte d'associés, pour aussi qu'ils se disent les choses et qu'ils se disent, bah voilà, en tout cas, moi, j'ai bien identifié tes talents complémentaires. Peut-être qu'ils se connaissaient, là, le dernier, ils étaient amis depuis 20 ans, mais en fait, ils n'ont peut-être pas partagé ces sujets-là. Et en fait, ça permet voilà, de poser les choses, de dire les choses, de communiquer. Moi, je suis tiers de confiance et je suis vraiment là pour les éclairer, pour qu'ils voient justement ce socle commun et cette complémentarité avant comme on sait, c'est encore pire qu'un mariage, un pacte d'associés, c'est quand même très engageant. Donc, autant se poser voilà, les bonnes questions pour que chacun trouve sa place, son épanouissement, sa singularité. Donc ça fonctionne bien, à la fois équipe, donc manager, et aussi futur associé, entrepreneur. Ça, j'aime beaucoup le faire aussi. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai que j'en parlais justement encore ce matin avec une cliente
qui est dans une réflexion pour s'associer parce qu'elle est en train de monter une boîte et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Bah, tiens, du coup, ça pourrait être intéressant que je vous mette en relation parce que bah, déjà, il faut savoir, faut avoir bien identifié quelle est notre vision, l'avoir bien partagée, bien déterminé qui fait quoi, les rôles. Enfin, donc, il faut regarder dans la même direction, mais en même temps avoir une forme de complémentarité. Avoir tout prévu aussi, hein, faire un peu le post-mortem de tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans telle situation difficile. Enfin, faut avoir envie d'aller regarder tout ça. Et c'est vrai que ça peut être, c'est vraiment important d'être accompagné, je pense, à ce moment-là pour éviter après des grosses désillusions. Et Dieu sait si. Enfin, moi, j'ai eu pas mal de clients entrepreneurs qui ont vécu ça. C'est vraiment dur, quoi. C'est Ouais, vraiment c'est dur vraiment quand dur parce ça qu'en se. plus c'est une fois qu'on est en plus si on a une entreprise avec plein de salariés, enfin c'est compliqué de se désengager donc c'est pour ça de se poser les bonnes questions. En tout cas, après rien n'est parfait, mais en tout cas de pouvoir communiquer, se dire les choses et puis vraiment avoir un autre éclairage que ah ben on est amis depuis 10 ans, on s'entend bien, on a envie d'être indépendant, d'être libre, on a peut-être ce projet en commun, mais vraiment que chacun puisse trouver voilà sa place, son épanouissement. Comment on va communiquer, enfin, quelle va être notre relation. C'est pas la même relation qu'il pourrait avoir jusqu'à présent, en fait. C'est sûr. Alors, on parle de talent, tu as parlé d'empathie pour éclairer et préciser ce que ça peut être un talent. Est-ce que tu peux nous donner un autre talent, un autre exemple de talent qu'on n'aurait pas forcément imaginé? Alors, par exemple, moi, je sais que j'ai l'idéation comme Ouais, talent. Pour que les personnes qui nous écoutent puissent voir de quoi on parle, quoi, concrètement. Ah, d'ailleurs, c'est marrant. Donc, l'idéation, en fait, il faut t'inviter aux réunions de brainstorming parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'idées et même pas forcément, enfin, des idées qui ont du lien. Mais en tout cas, c'est super parce que ça permet vraiment d'être voilà, hyper créatif et d'imaginer des nouvelles choses. Alors, moi, j'aime bien le talent aussi réalisateur parce que c'est des personnes qui ont besoin voilà, d'être beaucoup dans l'exécution et en fait, plus elles auront finalement de missions, et elles seront challengées, plus elles seront compétentes. Donc, finalement, attention, après la zone d'ombre, c'est le burn-out, mais quelqu'un qui est réalisateur et qui est un peu en zone de confort, qui n'est pas challengé, elle risque de partir. Donc un manager qui a un top dans son équipe, quelqu'un qui est un réalisateur en top 5, ben, il faut qu'il sache qu'il puisse le challenger parce que sinon, il va vite s'épuiser. Il y a le learner, c'est quelqu'un qui a besoin de toujours se former. Donc voilà, en termes de carburant, c'est qui va avoir besoin d'apprendre toujours des nouvelles choses, pas forcément avec ses missions, mais en tout cas, le sujet de la formation sera hyper clé pour l'accompagner parce que s'il apprend plus rien, ça, il aura plus son carburant. Restaurer, ça c'est le talent. C'est quelqu'un qui adore trouver des solutions et qui aime d'ailleurs des choses complexes. Donc, par exemple, quelqu'un voilà, qui a des c'est pas comme réalisateur, mais s'il y a plus ce côté j'ai besoin de trouver des solutions, il va s'éteindre parce que il aime en fait il aime ce côté j'ai un peu le dossier que personne n'a envie d'avoir et donc ça c'est encore une fois ce côté carburant donc ça c'est voilà donc en fait il y a vraiment des talents sur l'exécution donc passer à l'action, les talents sur plutôt la réflexion donc besoin de prendre du temps, du recul pour analyser les choses avant de passer à l'action, les talents sur l'humain, le relationnel, fédérer l'équipe. Et la quatrième catégorie, c'est le talent de l'influence, de faire rayonner, d'être par exemple très bon orateur. Donc du coup, après, il y a des talents qui sont dans ces quatre, ils appellent ça domaines. Et donc du coup, peut-être une personne a 5 talents dans le même domaine. Et donc du coup, ça c'est du coup très marqué. Mais je trouve que ce qui est plus important, c'est la finesse du talent plutôt que le domaine du talent, qui a un éclairage. Mais ce que j'apprécie vraiment, c'est le talent lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les besoins et comment l'exploiter au maximum pour avoir toujours cette équation épanouissement-performance. Ouais. Ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si tu l'observes au quotidien, mais quand je t'écoute, tu vois, par exemple, celui qui a besoin d'avoir beaucoup de travail ou celui qui a plein d'idées, enfin, en fait, j'imagine que pour certains de tes clients, lorsqu'ils découvrent ça peut être vraiment une source aussi de confiance en soi parce que
moi, j'observe beaucoup, les gens se comparent beaucoup. Enfin, Ouais. je pense que tu dois voir. Et puis, il y a donc des personnes qui vont dire, ah, mais tu t'en fais trop, ou toi, tu veux trop te former. Enfin, il va y avoir des jugements portés sur un mode de fonctionnement qui est pourtant à la base quelque chose de très positif, mais qu'après, si on l'a trop entendu parce qu'on l'a pas, parce que ça fait pas partie d'une compétence ou d'une attente là où je suis, eh bien, on va finir par penser que c'est un problème. Je ne sais pas si ça te parle ce que je suis en train de te dire. Ouais. Euh, Par exemple, quand je t'écoute, je pensais à une cliente avec laquelle j'ai échangé hier. C'est quelqu'un qui aime, enfin, c'est vraiment un profil alors rouge ou alors promoteur en process com ou alors je sais pas en Gallup d'ailleurs ce que ça pourrait être. C'est quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, tu vois, qui adore aller au front, au combat, mais qui est extrêmement positif, empathique, etc. Mais qui aime l'adversité, etc. Et en fait, elle me racontait son trait de personnalité qui, à la base, pour le coup, un profil en plus assez rare, hein, un profil entrepreneurial quand même, hein, des personnes qui aiment résoudre des problèmes comme ça en permanence. Mais quand elle me le racontait, probablement parce qu'elle l'a entendu de la bouche de ses proches, ou peut-être elle me le racontait comme un problème. Elle disait oui, je devrais davantage, entre guillemets, déléguer. C'est un problème que de vouloir quelque part aller au front. Je suis toujours dans le combat, je m'approprie toujours les sujets complexes, etc. Et elle me disait que c'était un problème. Et en fait, l'enjeu de l'accompagnement à ce moment-là, ça a été plutôt de l'aider à regarder ça plutôt comme un super atout, un super talent, quelque chose finalement qu'elle aime faire. Parce qu'en fait, elle se racontait l'histoire qu'elle devait arrêter de faire ça parce que c'était un problème, probablement parce que d'autres lui ont dit qu'elle savait. Mais en réalité, c'est quelque chose qui lui apporte, tu vois. Elle adore faire ça. Et en fait, elle se racontait une histoire qui reniait finalement qui elle est. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ce Donc, que j'aime avec Gallup, c'est que en fait, et d'ailleurs c'est encore une fois très français, c'est qu'on a souvent tendance à connaître nos faiblesses en disant mais je suis trop, je suis pas assez. Et Gallup, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce côté très anglo-saxon que j'ai aussi de par ma vie voilà, personnelle. Mon père habite aux États-Unis depuis 25 ans, donc j'ai vraiment cette culture anglo-saxonne. Et en fait, c'est de voir qu'est-ce que je fais de bien, ça fait du bien pour la confiance en soi, de se dire au lieu de dire je suis trop, mais qu'est-ce que je suis et donc du coup, ça fait vraiment du bien d'avoir cette vision positive. Et c'est vrai que moi, les retours que j'ai souvent, c'est ça améliore ma confiance en moi. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai très très souvent. Et souvent aussi, en termes de timing, on va reprendre ce test-là au moment au bilan de fin d'année, l'entretien annuel. Ça permet aussi de remontrer au manager, voilà, en tout cas, mes forces, comment je pourrais encore plus les utiliser pour l'année prochaine. Donc ça, souvent, c'est des retours qu'on me fait, c'est des moments. Là, j'ai fait pas mal de débriefs et ça a tombé pile juste avant leur entretien annuel et ils m'ont dit ça va me servir pour travailler l'année prochaine, quoi. Préparer l'année prochaine. Alors, autre question, parce que du coup, tu es en immersion dans les entreprises. Moi, j'ai plutôt de l'individuel avec des salariés ou des salariés qui me racontent leur histoire de vie en entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux des entreprises que tu constates, notamment après le Covid? C'est quoi les difficultés auxquelles ils sont confrontés? C'est la fierté d'appartenance à l'équipe parce que comme physiquement, il y a quand même beaucoup de remote, de télétravail, les gens ne se voient plus. Alors déjà, toutes les personnes qui ont été intégrées pendant le Covid, qui ne se sont pas vues physiquement, ça a été super dur de créer ce sentiment d'appartenance alors que des personnes, ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient ensemble, voilà, de faire du télétravail, ça a moins eu d'impact. Mais voilà, c'est créer ce lien, ce côté, on aime travailler ensemble, on a du plaisir. Aussi, on apprend à se connaître parce que finalement, on est très en mode projet. Donc voilà, je suis expert, j'ai telle compétence, je fais avancer le projet. Mais s'il n'y a pas le sentiment d'appartenance, d'apprécier, de trouver aussi sa place, je pense qu'il y a plus de turnover. Les gens vont moins rester, ils vont plus se dire, allez, pendant 2 ans, j'ai ce challenge, j'ai cette mission. Mais je pense que la clé de demain, ça va être soit le présentéisme, parce que finalement, voilà, tu restes tu es en zone de confort, soit carrément le turnover ou de l'absentéisme, parce qu'il y a plus ce côté, je suis engagée à l'équipe, je suis fière de faire partie de cette équipe, je prends plaisir à travailler avec cette équipe. Donc vraiment, ce côté très, ce lien humain,
cette énergie aussi, parce qu'on me dit souvent, des fois en télétravail, j'ai plus Enfin, finalement, je m'aperçois que ça m'apportait beaucoup d'énergie de rien que de voir les collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réinventer les rituels. Il ne faut pas juste, un peu comme un espace de coworking, il ne faut pas juste se voir pour être assis l'un à côté de l'autre, mais finalement créer des rituels, voilà, comme avec ton talent idéation, c'est comment finalement on peut mieux travailler le rituel du collectif pour justement avoir ses idées, être dans une démarche d'amélioration continue et pas juste se voir pour un acte de présence en fait. Donc je pense que les rituels en plus à distance et en présentiel, il y a des équipes qui ne se voient même carrément plus en fait. Donc avec le Covid, il y en a qui ont carrément changé de pays. Moi, j'ai accompagné une entreprise. Et en fait, ils ne pouvaient même plus se voir physiquement parce que c'était aux États-Unis. Et ils étaient tous dans des États différents. Donc, ils font un séminaire par an. Mais maintenant, ils ne se voient plus du tout. Donc, c'est comment aussi identifier les talents des uns des autres. Donc là, on travaille sur justement une plateforme pour que chacun puisse connaître, même si c'est à distance, mais se dire finalement, OK, Émilie, au-delà du projet avec qui je suis en train de travailler, qui est Émilie? C'est quoi ses centres d'intérêt? Comment créer du lien pour, mais à distance. Donc, il y a un vrai enjeu sur ça. Ouais, c'est en fait ce qui se passe avec le télétravail, qui a été brutal pour le coup, pour certains, parce que ça, pour d'autres, c'était déjà des choses qui étaient mises en place, mais bon, en full time, pour la majorité, c'était quand même tout nouveau. C'est qu'il y a plus ces moments de off, entre guillemets, le côté informel de la machine à café, de quand on arrive le matin, du trajet sur le parking, de la cafette où on déjeunait, ou du midi où on allait manger son sandwich ensemble. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui n'existe plus. Et moi, je sais que au moment vraiment du premier confinement, j'avais certains clients qui en souffraient, du coup, qui comprenaient pas. En fait, ce qui était compliqué, c'est qu'ils comprenaient pas de quoi ils souffraient, en fait, je trouve. Enfin, tu vois, comme on n'était pas du tout sensibilisés à ça, ils comprenaient pas ce qui faisait qu'ils étaient pas bien. Et en fait, ce qui était compliqué, c'est que ça rendait un peu individualiste, en fait. Voilà. Et j'ai quelques clients à qui j'ai suggéré, par exemple, d'organiser, je ne sais pas si c'est des choses mais j'imagine que ça doit se faire maintenant, mais d'organiser des déj sandwich, mais en visio, quoi, quelque part, pour avoir l'occasion de discuter de ce que je faisais avant à la cafette, mais continuer à le faire. Parce qu'en fait, on était vraiment dans la production. On démarre la réunion à telle heure et à telle heure, on démarre. Alors, c'est efficace, mais ça tue l'humain, quoi, en fait. C'est ça. En fait, c'est très efficace. Le temps est hyper optimisé. Mais oui, en tout cas, pendant le confinement, c'était sympa de faire peut-être une petite pause café pour justement prendre la température. Moi, j'ai eu des anecdotes où la personne, elle est partie en congé maternité. Je ne savais même pas que ma collègue, avec qui je parle tous les jours, était enceinte. Enfin, il y a vraiment tous ces moments de vie qui sont un peu perdus et qui créent du lien et qui humanisent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut essayer de retrouver d'autres rituels, mais de quand même, je pense, au moins se voir, même si c'est une fois par an. Mais je trouve que c'est compliqué de ne jamais se voir. Je trouve ça un peu difficile quand même de créer ce lien que à distance. Ouais. Et est-ce que tu vois des personnalités qui vont plus facilement, justement, bien, tu vois, ce matin, justement, ce midi, j'étais avec une cliente qui, du coup, on est dans son projet pro, et elle, pour le coup, elle est pas tout le temps à distance, mais quasiment. Et en fait, pour sa vie perso, elle aimerait être full-time à distance, mais pourtant, c'est quelqu'un qui reste très engagé, tu vois, professionnellement. Donc, elle a un profil de personnalité qui fait qu'elle reste très engagée. Est-ce que tu as... est-ce qu'il faut être attentif à certains secteurs? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où ça l'est plus? Il y a des métiers où ça l'est plus? Enfin, est-ce que tu as vu des choses où non, c'est difficile à anticiper ça? Si, il y a quand même des métiers, par exemple, clairement, les développeurs, où ils ont vraiment besoin de se concentrer sur, pour coder, développer. Ils aiment vraiment bien avoir cette bulle pour, comme ils disent, pour plonger, en fait. Donc, il y a quand même certains métiers, dans le digital où il y a besoin. Après, quand on est en relation avec le client, là, c'est un peu compliqué. Après, il y a aussi le côté de maturité où quelqu'un qui vient d'arriver, qui est en stage ou en alternance, est moins autonome. Donc, je pense qu'au-delà des secteurs, il y a aussi
aussi ce côté, moi, ça fait 15 ans que je travaille, je suis hyper autonome, j'arrive, entre guillemets, à me gérer. Alors que quelqu'un qui vient d'arriver dans le monde de l'entreprise, voilà, ça nécessite de l'accompagner et je pense que c'est plus compliqué de le mettre tout de suite en remote dès le premier jour. Donc, il y a à la fois les métiers, je pense, et le niveau de maturité dans le poste. Ouais, ouais. Donc là, l'enjeu pour les entreprises, c'est de faire en sorte que il y ait moins de turnover. Bon, on a investi dans de la formation, on a investi dans un recrutement et l'enjeu, c'est que la personne, elle s'y sente bien, elle se sente bien dans l'entreprise. C'est aussi un facteur de productivité, d'efficacité, de créativité, enfin de rentabilité quelque part. Voilà. Donc ça, c'est des nouveaux sujets pour les entreprises. J'ai interviewé Peggy Testelin il n'y a pas très longtemps, qui est directrice d'un cabinet de recrutement, qui me disait que post-Covid, on avait vraiment switché pour les entreprises, que aujourd'hui, elle me disait que la tendance était inversée, c'est-à-dire que maintenant, il faut séduire les collaborateurs, il faut qu'ils aient envie de venir, il faut avoir des arguments séduisants pour que les talents aient envie de venir travailler chez nous. Donc, moi, je trouve ça plutôt chouette. Bah oui, c'est bien que ce soit inversé. Je trouve ça plutôt chouette. Alors, ça bouscule probablement, ça crée je pense, de la part de certaines entreprises, des jugements. Ouais, ils veulent plus bosser, machin. Je pense que c'est pas une bonne manière de regarder cette histoire. Et donc, du coup, comment tu vois, toi, l'avenir? Est-ce que c'est des choses des sujets sur lesquels tu te questionnes? Comment tu penses que ça va évoluer, tout ça, le marché de l'emploi, les entreprises, comment elles vont devoir évoluer? Qu'est-ce que tu conseillerais là-dessus? C'est cette notion de employé advocacy, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu comme, tu vas dans un restaurant, tu vas te renseigner, tu vas regarder sur Google ou TripAdvisor les avis. Un nouveau candidat, il va aller sur les réseaux de l'entreprise pour aller sur Glassdoor, des sites aussi externes, pour avoir un petit peu son avis. En plus, aujourd'hui, avec LinkedIn, c'est très facile de contacter quelqu'un qui serait aussi dans l'entreprise. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas affirmer des valeurs ou une expérience à l'extérieur que tu ne fais pas vivre en interne, parce que du coup ça va se voir. Donc du coup je pense que l'intérêt, c'est d'être aligné entre ce que dit l'entreprise et ce qu'ils font vivre au quotidien par les collaborateurs. Donc c'est pour ça que le sujet de la satisfaction de l'expérience collaborateur, pour moi, elle va être clé pour attirer, fidéliser les talents. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut rester qu'une journée. En fait, les nouveaux collaborateurs, ils n'ont pas peur du tout de partir tout de suite. Donc, on voit, c'est super dur de recruter. Des fois, tu payes un cabinet de recrutement. Au pire, même si il reste 1 ou 2 mois, tu as appris à le former, ça a pris du temps. La personne qui part, les autres personnes qui sont dans l'équipe se posent la question, qui se seraient peut-être même pas posée. Est-ce que moi aussi je suis bien? Pourquoi il est parti? Donc ça peut vraiment, en fait, il y a ces coûts directs de cabinet de recrutement, de formation, et les coûts indirects. Donc effectivement, de travailler sur cette cohérence. Pour moi, en fait, aujourd'hui, ça peut être aussi les collaborateurs qui peuvent coopter, qui peuvent aider l'entreprise à attirer des talents que eux recommanderaient. Donc, en tout cas, de travailler sur cet alignement entre ce que la com externe et la com interne. Pour moi, en fait, on peut plus, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut plus avoir un écart entre la com externe et la com interne. Tout est ouvert, en fait. Oui, et puis en plus, au-delà de ça, même avant, c'était effectivement plus faisable, mais ça créait du désengagement, et le désengagement, ça crée moins de productivité. Enfin, voilà, tout ça. Moi, je compte pas le nombre de fois où j'ai des clients qui étaient mais vraiment dans un ras-le-bol absolu, d'observer que ce qu'on me raconte, c'est pas ce que je vis, quoi. Et ça, c'est vraiment désengageant. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse, et là, je vais faire je vais faire appel à mon expérience de vie, c'est-à-dire que au tout début, moi, quand je me suis lancée dans le coaching, dans l'accompagnement, mon objectif, parce que je suis féministe, c'était vraiment d'aider les femmes à prendre leur place. Je voulais vraiment faire évoluer les mentalités dans les entreprises pour que on ait plus de femmes au pouvoir, qu'on brise le plafond de verre, etc., etc. Bon, bref.
Et à l'époque, j'avais intégré un cabinet qui, du coup, travaillait sur le label égalité dans les entreprises. Et en fait, mon expérience de vie m'a fait observer que, en réalité, pour la plupart de ces entreprises, c'était plus un macaron que je veux mettre sur mon site internet qu'un réel engagement, tu vois. C'était plus un outil marketing, ou alors bon, peut-être si c'est sympa, mais en réalité, au fond, il n'y avait pas vraiment de conviction forte de l'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et alors ça, moi, du coup, c'était impossible pour moi je me sentais inutile en fait. J'avais l'impression de ne pas vraiment créer de valeur en faisant ça. Tu me suis? Ouais, tout à fait. Du coup, ma question, ou là où je veux en venir, c'est comment tu fais toi, parce que j'imagine que parfois tu dois intervenir dans des entreprises où tu constates que les valeurs communiquées et les valeurs réelles de l'entreprise, il y a une différence. Comment tu fais toi là quand tu es confronté à ça? Alors moi déjà, clairement, ça m'est déjà arrivé de dire non à des missions où, par exemple, ça va pas être le manager, oh, de toute façon, ça va pas trop avec l'équipe, mais je viendrai même pas au séminaire. Enfin, je sens pas de co-construction. Moi, je suis vraiment dans une relation, tu vois, de partenariat. Donc, j'ai aussi envie que le manager soit engagé. Et si c'est au niveau de l'entreprise, bah, en fait, c'est plutôt travailler sur, bah, s'ils ont déjà co-construit, par exemple, avec le CODIR, les valeurs, bah, c'est de voir, sans partager les valeurs, écouter, parce que finalement, on s'écoute plus aujourd'hui, écouter les collaborateurs sur bah, quelles sont les valeurs qu'ils vivent aujourd'hui au quotidien et voir s'il y a un écart. Et s'il y a un écart, c'est est-ce qu'il y a un oubli ou est-ce que effectivement, bah non, eux, ils le vivent pas au quotidien. Et donc, Mhm. du coup, est-ce que le CODIR va réactualiser les valeurs? Mais en tout cas, c'est se dire l'écart entre les valeurs qui ont été peut-être aussi les valeurs de départ, si c'est une entreprise qui a beaucoup grossi, Mhm. bah, c'était les valeurs de départ des entrepreneurs. Est-ce qu'elles sont encore vécues avec tout l'arrivée justement des nouveaux managers, nouveaux collaborateurs? Et est-ce que le vécu est différent? Et s'il est, bah, comment redresser ça? Est-ce que justement ça passe par de la formation ou autre? Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai déjà dit non à des missions. Alors, c'est toujours un peu dur quand on est à son compte, mais voilà, j'ai besoin aussi d'être dans cette relation ouais, d'authenticité. L'intégrité. Ouais, tout Mm. à fait, Mm. exactement. Mm. Ouais. Mais donc, du coup, ce que tu peux aussi, ta plus-value, ça peut être justement bah, peut-être un peu poil à gratter, j'imagine, pour signifier que, bon, ok, vous m'avez raconté cette histoire-là, moi, ce que j'observe, c'est un peu différent, ça crée du désengagement, et donc, ça peut être opportun de revoir un peu la copie. Et ça, tu te sens, on t'écoute. J'espère. En fait, moi, du coup, je suis tiers de confiance. Donc, par exemple, tu vois, si je revois l'expérience candidat, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi interviewer des candidats qui n'auraient pas accepté, tu vois, des top talents qui n'auraient pas accepté la mission. Et Mhm. donc, s'il accepte l'interview, donc du coup, moi, ça me permet d'avoir de la matière. Mais effectivement, il faut que ce soit le service RH ou le manager, se remettent en question pour les prochains. En fait, l'idée, c'est de se Mhm. dire, bah, moi, je suis là pour donner une photo, pour voir les irritants et au contraire, qu'est-ce que vous faites de bien, quelle est votre singularité pour surtout ne pas, ne pas l'arrêter. Donc, Mhm. quelle est votre force sur l'expérience d'intégration, quelle est votre force sur votre expérience de départ ou d'arrivée. Et par contre, c'est quoi les prochains projets pour améliorer cette expérience pour les prochains, parce que là, les Mhm. candidats le sont, mais le fait d'être tir de confiance, souvent, tu vois, quand tu viens d'arriver dans un poste, tu as ce regard neuf. Donc moi, c'est bien, j'ai vraiment ce feedback, mais le nouveau candidat n'oserait pas dire, je Mhm. pense, ce qu'il dit à un DRH. Et Mhm. comme moi, c'est anonyme, tu vois, je vais pas dire Émilie m'a dit ça. Moi, je vais Mhm. faire une dizaine d'interviews et je vais regrouper et on ne saura pas qui a dit quoi. Et en fait, du coup, voilà, l'idée, c'est de les mettre à l'aise, de respecter cette confidentialité. Et je pense que j'aurai plus de matière qu'un DRH qui pourrait interviewer parce que forcément, il a aussi la casquette de l'évolution de la personne ou peut-être le licenciement. Donc, je pense que ma force, c'est d'être ce côté, voilà, tiers de confiance. Et comme je le fais dans beaucoup d'entreprises, j'ai aussi des réflexes où voilà, je vois les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Donc, j'ai ce côté benchmark aussi qui peut aussi les aider pour les éclairer sur des choses à mettre en place. Mhm. Ok. Euh,
Pour Elio, personnellement, il y a des choses qui sont en cours sur 2023. Tu as des beaux projets aussi pour Elio dont tu me parlais juste avant qu'on commence l'enregistrement. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite d'Elio? Un beau bébé, parce que effectivement Elio c'est mon premier bébé, mais là j'attends un heureux événement, donc une petite fille pour mi-mars, et donc effectivement en tant qu'entrepreneuse il faut que le premier bébé continue de marcher. Donc ce qui est super, c'est que je suis entourée de 2 coachs indépendantes qui prennent le relais. Donc et puis ce qui est super, c'est que j'ai signé un contrat avec une belle entreprise de la région qui m'a pris tout un accompagnement sur 6 mois. Donc ce que je lui ai dit, c'est que c'est mon plus beau cadeau de naissance. Donc ce qui est super, c'est j'ai cette visibilité pour l'après, mais c'est vrai que je ne sais pas ce qui m'attend. Hein. Peut-être que je vais être complètement une nouvelle personne. Je sais pas, j'aurai peut-être des nouvelles idées pour Elio. Mais c'est vrai que ça va être une année de transition. Mais ce qui est super, c'est que j'ai réussi. J'ai une assistante à temps partagé, j'ai quelqu'un qui gère mes réseaux sociaux. Enfin, j'ai vraiment toute une équipe autour de moi. J'ai aussi mon frère, associé d'Elio, qui va prendre le relais. Donc, je vais pouvoir être aussi un petit peu dans ma bulle de ce projet qui m'attend. Et puis après, reprendre par la suite l'aventure. Ouais. Donc, là, aujourd'hui, 2023, l'idée, c'est de préparer l'arrivée de ce bébé, de faire en sorte que, entre guillemets, les choses qui fonctionnent bien continuent de bien fonctionner. Et tu te laisses, dans ce que j'entends, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de volonté de définir la suite. C'est plutôt te laisser porter, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'entends, et de laisser les surprises arriver, quoi, quelque part, un peu, non? En fait, c'est marrant parce que ma communication, c'est aussi autour de. Donc, Elio, c'est mettre en lumière les talents. Et puis, donc, ma mascotte, c'est l'œuf, donc faire éclore les talents. Et là, du coup, je vais faire éclore ce bébé. Et donc, effectivement, en échangeant autour de moi, tout le monde me dit tu verras, tu auras aussi plein d'autres idées. Donc, j'attends ça avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'ouverture. Je sais pas du tout ce qui m'attend, mais je suis assez sereine et j'ai hâte de vivre ça. Et je suis vraiment très sereine du fait que j'ai des clients qui sont hyper fidèles. Et d'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très touchant. Les relations que j'ai, ils sont vraiment très bienveillants. Et j'ai l'impression qu'ils comprennent aussi qu'on a aussi une vie à côté. Et que, en fait, on va pas non plus m'oublier. Je vais avoir que 3-4 mois en pause. C'est pas non plus 10 ans. Donc il faut que j'essaie de lâcher les rênes. Et en fait, on m'a dit que ça peut être une très bonne opportunité justement pour comme Elio dépend quand même beaucoup de moi, d'avoir justement ces autres coachs qui peuvent accompagner les clients et qui le font super bien. Donc voir cette période de pause comme quelque chose de très positif pour que Elio continue de se développer. Eh bien, écoute, Christelle, moi, je te remercie pour cet échange. Ce qui est super, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on a un métier assez similaire, mais on le fait pas au même endroit. On a on a des convictions communes et je sais pas, une volonté commune. J'ai l'impression de montrer le joli, le beau, les talents et peut-être ce regard un peu positif. Je sais pas si tu as positivité dans tes talents. Ouais, positivité, ouais. Ouais, moi aussi. On est connectés. Mais on le fait pas de la même manière. Mais finalement, je pense qu'on partage beaucoup de choses en commun. Donc, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et du coup, je te souhaite une belle année 2023, un très beau bébé et puis une suite positive pour Elio. Merci Émilie, puis je tiens à souligner, c'est vrai que je t'avais déjà recommandé pour plusieurs de mes contacts pour notamment des bilans de compétences et j'ai eu que des bons retours. Donc c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir de te faire confiance et de pouvoir te recommander quand j'en ai l'opportunité. Donc en tout cas merci, parce que je trouve que c'est une bonne démarche de cette chaîne de podcast pour peut-être inspirer, permettre à des personnes de peut-être se retrouver ou pas. Donc bravo, parce que j'imagine que ça te prend du temps. Donc bravo pour cette initiative. Ouais, merci. Ouais, ça me prend du temps, mais ça me fait
ça me permet de me nourrir autrement, tu vois, dans l'échange qu'on a aujourd'hui, bah, j'apprends des choses. C'est une autre manière aussi de mettre en valeur des parcours ou des personnes qui font des belles choses. Donc, ben, c'est que du positif, quoi. Donc, ça me prend du temps, mais en réalité, ça m'apporte surtout beaucoup de choses. Donc, c'est très égoïste, en fait. Bon, bah super. Bah écoute, à bientôt. À bientôt, Christelle. Salut.
Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite maintenant à contacter Christelle si vous souhaitez faire appel à ses services pour faire en sorte de booster l'engagement de vos collaborateurs avec ces outils qui sont fabuleux, formidables et avec une énergie incroyable. Je lui souhaite un beau bébé et longue vie à Elio et peut-être pour plus tard des collaborations avec C'est en vous, révélez-vous!